Monsieur le préfet, je vous remercie d'être à mes côtés pour ce congrès de la FNSEA ici et pour répondre à l'invitation qui nous a été faite de rejoindre le président Belin. Et puis j'allais faire une petite parenthèse particulière et j'espère que vous ne m'en voudrez pas par rapport à mon ami Dominique Barrot, secrétaire général, avec qui j'ai beaucoup travaillé en tant que préfet de l'Aveyron et avec qui je continue beaucoup à travailler. J'ai une bonne raison de venir ici aussi, je crois, en retrouvant le monde agricole, c'est que j'ai travaillé avec le grand Raymond Lacombe. J'ai travaillé et je continue de travailler avec Marie-Thérèse Lacombe. Marie-Thérèse Lacombe, la grande aussi, Marie-Thérèse Lacombe, qui a défendu et qui continue de défendre avec une conviction et une force exceptionnelles les femmes dans le monde agricole. Elle a été une pionnière et c'est vrai, oui, j'entends des applaudissements, je pense que Marie-Thérèse le mérite 100 fois. Je lui dirai en la retrouvant dans quelques jours, l'amitié que vous lui portez. Je suis venue ici pour répondre dans ce congrès, pour présenter un dispositif qui devrait changer nos vies, qui devrait sur l'ensemble du territoire apporter, et c'en est l'objectif, des améliorations. Vous avez dit, Monsieur le Président, que je venais là en tant que ministre de la décentralisation. Je voudrais juste préciser pour tout mon auditoire que je suis ministre déléguée auprès de Madame Lebranchu, ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, et que j'ai en charge, pour ce qui me concerne, plus spécifiquement la décentralisation. C'est peut-être pas inutile de le dire, et je voudrais dire pourquoi je le précise. Peut-être parce que, Monsieur le Président, vous évoquiez il y a quelques secondes la révision générale des politiques publiques. Ce dispositif qui voulait tendre à une réorganisation des services de l'État. Aujourd'hui, dans le contexte sur lequel je vais revenir, le gouvernement entend que chaque citoyen sur l'ensemble de ce territoire national puisse trouver les mêmes services, les mêmes aides qui répondront à tous ses besoins et que ces aides ou ces services soient apportés par l'État ou par les collectivités territoriales. Et c'est là, je crois, quelque chose d'assez nouveau, d'assez novateur, parce que nous entendons bien marcher d'un seul et même pas, État et collectivités territoriales ensemble pour apporter le meilleur service possible à nos populations. Le cadre de cette loi, de ce projet de loi que porte le gouvernement, il répond très clairement aujourd'hui aux priorités du gouvernement. Les priorités du gouvernement, elles sont de 3 sortes. La première, et chacun ici en est conscient, la première priorité, c'est apporter une véritable croissance à notre France, à notre pays, répondre à la problématique de l'emploi. La problématique de l'emploi sous toutes ses formes et qui concerne tous les milieux, y compris le milieu agricole. La deuxième priorité gouvernementale, c'est la jeunesse. Une jeunesse qui, aujourd'hui, a besoin de retrouver un sens à ce qu'elle fait, aux choix qui sont les siens, et qui a besoin de s'inscrire dans une dynamique économique, une dynamique sociale, une dynamique culturelle, autant de points qui sont aujourd'hui essentiels. Et puis, la troisième priorité portée par le gouvernement, c'est de s'inscrire délibérément dans une démarche d'avenir
investir pour l'avenir. Il n'y a pas d'autre solution. Si nous voulons, et je suis sûre que nous en sommes tous convaincus, si nous voulons participer au redressement de la France, eh bien nous n'avons pas d'autre solution que de travailler sur l'emploi, travailler pour notre jeunesse et travailler pour l'avenir. Telles sont les préoccupations, les options, les priorités que le président de la République a portées. Et ces priorités, eh bien, nous les mettons dans notre projet de loi et nous allons les inscrire dans un projet de loi. Dans un projet de loi qui veut répondre à 4 objectifs. 4 objectifs parce que c'était 4 critiques portées par le peuple de France. Les 4 critiques, c'était « il faut que nous retrouvions la confiance ». La deuxième critique, nous sommes dans un dispositif ou collectivité territoriale, on ne sait plus trop qui fait quoi, clarté. Troisième objectif, la cohérence, parce que là aussi, on se posait la question, qui fait quoi? Est-ce l'État? Est-ce les collectivités territoriales? Comment on s'organise? Troisième priorité. Et puis, quatrième objectif, c'est celui de la démocratie. Faire en sorte qu'effectivement, nos voix soient entendues, qu'elles soient prises en compte et qu'elles contribuent à cette confiance. Voilà les priorités qui sont et les objectifs qui vont être inscrits dans la loi et que je vais décliner. Et puis, pour couronner le tout, et ce à quoi nous sommes tous fondamentalement attachés, c'est à ce que soient respectés 3 principes fondamentaux. D'abord, le principe fondamental de la République, l'unicité de la République, une égalité sur les territoires. Ce n'est pas parce que l'on appartient à une petite commune rurale ou au contraire à une grosse métropole que l'on ne devrait pas bénéficier des mêmes outils, des mêmes moyens, des mêmes services. Unicité de la République sur l'ensemble du territoire. Deuxième règle à laquelle nous sommes particulièrement attachés, et vous le vivez au quotidien, la diversité de notre territoire. Ce qui se passe en Champagne ne ressemble pas totalement à ce qui se passe en Aveyron, pas davantage à ce qui se passe dans l'Hérault ou dans tel autre département. Nous avons un territoire qui est divers, une France qui est très diverse, et nous devons tenir compte de cette diversité partout sur le territoire. Et puis le troisième principe, celui qui aussi fonde notre mode de fonctionnement, c'est le principe de la subsidiarité. La subsidiarité, un mot que nous avons maintenant bien entendu, qui a un écho dans nos cultures. La subsidiarité, c'est tout simple, c'est laisser faire à celui qui sait faire là où il est ce pourquoi il est fait, avec, dans tous les cas, au regard de tout ce que je viens de dire, un seul mot, le mot le plus important, celui que l'on oublie trop de prononcer, le citoyen. Pourquoi? Parce que tout simplement ce que nous voulons faire et comment nous voulons le faire pour le citoyen. Le citoyen doit être au cœur de notre démarche, de tous les jours. Le monde industriel travaille pour le citoyen. Le monde agricole travaille pour le citoyen. Vous, dans le monde agricole, vous travaillez avant tout pour les citoyens, les gens qui sont autour de nous. Voilà, j'allais dire, le texte que je porte à côté de Madame Lebranchu, il est tout simple. Il s'appuie sur les mots que je viens de prononcer, avec les idées que je viens de dire et que je viens de rappeler, l'emploi, la jeunesse, l'avenir, la confiance, la clarté, la cohérence, la démocratie, l'unicité de la République, la diversité, la subsidiarité. Rien de plus simple, tout est dit. Tout est dit, mais il faut quand même que je le complète un peu pour que vous sachiez ce qu'il y a dans le contenu de ce dispositif et de cette loi. Il y a d'abord le principe de clarté. La clarté, c'est de bien savoir ce que vont faire les collectivités territoriales demain. Alors, pardonnez-moi, il faut que je remonte juste un peu à la première loi de décentralisation de 1982. Ce qui avait guidé cette loi de décentralisation en 1982, c'était le principe de bloc
de compétences. C'est-à-dire qu'à chaque niveau, aux 3 niveaux de collectivité territoriale, la commune, le département, la région, qu'à ces 3 niveaux, il y ait des compétences clairement définies et que chacune de ces collectivités sache exactement ce qu'elle devait faire et avec quels moyens elle devait le faire, quelles ressources en matière ressources humaines, mais aussi ressources financières. C'était la logique de 82. Une logique qui s'est épuisée dans le temps parce que sous les coups de boutoir des différents dispositifs législatifs, il y a eu de la complexité qui est venue s'y ajouter. On a créé des compétences nouvelles qui pouvaient être partagées entre différents types de collectivités, alors que initialement, chacun savait exactement où il en était. Notre objectif dans le dispositif de demain, c'est qu'effectivement, on revienne vers cette idée de bloc de compétences. À la région va revenir clairement tout ce qui concerne la stratégie économique. Et puis, la répartition de ces fonds européens qui sont si essentiels aujourd'hui à la vitalité de nos territoires. Je dirais un mot sur les transports. Là n'est pas l'essentiel. L'essentiel, après les moyens économiques, après l'économie, c'est tout ce qui concerne la formation, l'orientation, l'apprentissage. Au niveau des départements, qui pourrait penser que demain, les départements disparaîtraient? Ça serait ignorer la diversité de nos territoires. Ça serait ne pas reconnaître qu'à côté des métropoles, on a d'autres territoires qui existent et qui sont des lieux essentiels de solidarité. Proximité, je vous ai entendu, Monsieur le Président, en parler. Solidarité territoriale. La solidarité territoriale, c'est avant tout la compétence des départements qui sont là pour que sur l'ensemble de leur territoire se mette en place ce principe d'égalité des territoires pour que chaque citoyen puisse accéder de la même façon aux services. Et puis, le 3e niveau de collectivité territoriale, c'est la commune. Aujourd'hui, le bloc communal avec l'intercommunalité. La commune se trouve confortée dans sa compétence générale, clause générale de compétence. Vous l'avez entendu dire aussi, c'est là la cellule de base, notre commune, c'est là où, au cœur de notre habitat, au cœur de nos villages, au cœur de nos villes, le maire prend en compte les besoins, les attentes des citoyens. À ce niveau-là, et la loi va le dire, on va inscrire une compétence nouvelle qui aujourd'hui est essentielle et qui vous touche de près, la compétence concernant la transition écologique. Voilà, j'allais dire, le tableau est brossé, c'est très simple, 3 niveaux de collectivité, la commune, compétence générale, transition écologique, le département, la solidarité sociale, mais la solidarité territoriale, la région, l'économique, la formation, l'orientation et l'apprentissage. Voilà, le tableau est dressé, il est simple, il est clair, clarté. Maintenant vient le 2e mot, ou le 3e mot que j'avais évoqué, la cohérence. Cohérence, c'est faire en sorte qu'avec les services de l'État, tout soit coordonné, en harmonie, qu'il n'y ait aucun lieu qui reste dans l'ombre et que chacun puisse s'y retrouver. Cette cohérence, j'allais dire, elle nous est demandée. Nous avons eu beaucoup de rencontres avec l'ensemble du monde économique, monde agricole, le monde ouvrier, le monde salarié. Eh bien, partout, ce qui a été demandé, ce qui est réclamé, c'est que l'État soit là, qu'il soit le garant de ces grandes politiques nationales, qu'il soit là comme arbitre, qu'il soit là comme fédérateur,
à côté de collectivités territoriales qui prennent complètement en charge leurs responsabilités et leur rôle. C'est un point fort. Et ce point fort, nous voulons l'inscrire dans la loi sous une forme qui, aujourd'hui, peut paraître un peu compliquée, qui est contestée d'ailleurs, je vous le dirai, par nos grands élus locaux. C'est celui d'une forme de liberté, mais d'une liberté où chacun se contrôle et s'autocontrôle. Cette liberté, comment va-t-elle passer? Elle correspond au mot diversité que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il faut que sur la base de règles bien définies, celles de ces blocs de compétences que j'ai évoqués, on puisse répondre aux spécificités locales lorsqu'il y a spécificité locale. Un département industriel, le Nord, par exemple, ne va pas ressembler à mon département agricole de l'Aveyron. On n'y vit pas de la même façon, les contraintes ne sont pas les mêmes, les attentes ne sont pas les mêmes, les modes de vie ne sont pas les mêmes. Il nous faut répondre impérativement à cette diversité. Et nous allons le faire comment? En instaurant simplement au niveau de la région, de chaque région, des conférences régionales de l'action publique. Chaque mot porte. Conférence, on se retrouve, on est ensemble pour dialoguer, pour discuter, régional au niveau de la région, de l'action publique, c'est-à-dire que l'on y trouve intimement mêlés l'État et les collectivités territoriales dans un dialogue confiant et un dialogue qui n'a pour effet que de répondre à l'attente du citoyen. Encore une fois, le citoyen au cœur de toutes nos démarches. Dans le cadre de ces conférences territoriales de l'action publique, on décidera, tous les élus ensemble rassemblés à chacun des niveaux, on va décider de la meilleure façon de mettre en œuvre les compétences. Des compétences qui, en fait, peuvent, au regard des blocs que j'ai dit, avoir trois formes. Soit des compétences exclusives, et ça veut dire qu'il y a un type de collectivité qui a une compétence, et cette compétence-là, elle lui appartient à lui en propre, à elle en propre, à cette collectivité. Je prends un exemple. La solidarité sociale, l'attribution du RSA, par exemple, ou l'attribution de l'APA, ou l'attribution de la compensation du handicap, c'est aujourd'hui de la compétence du département. Est-ce qu'il y a un meilleur lieu pour la mettre en œuvre? Certainement pas. Certainement pas le niveau régional, certainement pas le niveau communal. On est bien au bon niveau de solidarité et cette compétence-là, personne ne la réclame, c'est du niveau du département. En matière de formation professionnelle, là aussi, compétence exclusive, c'est la région qui, aujourd'hui, elle a déjà commencé avec les lycées, on le sait bien, et c'est là qu'on fait le lien fort entre les métiers dont on a besoin, les activités économiques des régions et les formations nécessaires pour que chacun y trouve un emploi. La formation, compétence exclusive de la région. Au-delà de ces compétences exclusives, il y a des compétences qui peuvent être partagées. S'agissant par exemple, et on y reviendra, de l'économie. L'économie sur les grandes décisions politiques, stratégiques en matière agricole, en matière industrielle, ces grandes stratégies, le véritable lieu de partage, de décision, c'est le niveau régional. Mais comment empêcher, est-ce que ça serait judicieux d'empêcher une ville, un territoire à l'intérieur de la région, lui aussi de participer au développement de cette économie? C'est quelque chose qui ne paraît pas réaliste. D'où la nécessité de partager là un certain nombre de ces compétences dans un cadre cohérent qui aura été défini par un schéma de cohérence du développement économique, mais dans laquelle les collectivités autres que la région pourront venir abonder, apporter leurs propres réflexions et des solutions.
Et puis, il y a un troisième type de compétences, c'est les compétences qui ne sont pas des compétences exclusives, qui ne sont pas des compétences partagées et qui peuvent être travaillées à plusieurs niveaux. Un exemple, c'est la culture. Aujourd'hui, la culture en tant que telle, pourquoi ne serait-elle pas effectivement travaillée, décidée, partagée au niveau de la région? On connaît des régions qui mettent en place des politiques culturelles, mais on connaît des départements aussi qui le font, voire des communes ou des intercommunalités. Mais il faut trouver à ce moment-là le moyen de faire en sorte qu'il y ait un dialogue cohérent entre tous et que chacun puisse se retrouver sur le secteur d'activité qui est le sien avec des financements correspondant à ces activités. Voilà ce que sont les grandes lignes, si vous voulez, de ces conférences qui vont se concrétiser dans un pacte de gouvernance, un pacte de gouvernance de l'action publique. Je voudrais maintenant intervenir au-delà de cette organisation de cohérence sur une particularité, parce qu'on en parle beaucoup, des métropoles d'une part, des intercommunalités d'autre part. Peut-être commencer d'ailleurs par l'intercommunalité. Les communes, et nous en avons pris aujourd'hui l'habitude, et nous savons la nécessité pour les communes, pour des raisons d'équilibre, de dynamisme, de se rapprocher les unes des autres. Elles ont créé, c'est un mouvement qui avait commencé en 2001, avec les lois Chevènement, sur la mise en place d'intercommunalités. Les schémas départementaux de l'intercommunalité ont été conclus à la fin de l'année 2012. Aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire national, les intercommunalités ont couvert la cartographie. Il ne reste d'ailleurs, si l'on exclut la région parisienne, exclusivement la Petite Couronne et les îles monocommunales, il n'y a plus que 59 communes isolées sur l'ensemble du territoire national. C'est la preuve que l'intercommunalité a bien pris, qu'aujourd'hui elle est structurée, qu'elle répond à une véritable attente, à l'attente de gens qui décident de travailler ensemble dans le cadre d'un projet partagé pour tenir compte de politiques territoriales plus globales et plus cohérentes. L'intercommunalité de demain, elle va se trouver, elle va être confortée. Elle va être confortée encore de façon à arriver à cet objectif de projets véritablement partagés et pas simplement de réunions de collectivités qui avaient besoin de se défendre les unes contre les autres ou au contraire de se réunir. Et dans ces intercommunalités, au-delà de ce que nous connaissons aujourd'hui, naissent et vont prendre une place meilleure, plus importante, les métropoles. Les métropoles correspondent à un fait, à une réalité. Nous avons aujourd'hui sur notre territoire 3 métropoles majeures, Paris, Lyon, Marseille, qui ont décidé et qui ensemble décident d'opérer des regroupements plus forts pour mieux répondre à des politiques structurelles territoriales. Mais à côté de ces 3 grandes métropoles, quand vous regardez autour de nous, nous avons des communes, des communautés d'agglomération de 400 000 habitants, dans des aires urbaines de 500 000 habitants, qui là aussi ont besoin de s'imposer et qui représentent un véritable territoire avec sa structure, son ambition, ses moyens. Eh bien, ces métropoles-là, métropoles de demain, seront des métropoles d'équilibre à l'intérieur d'un territoire dans lequel ce que nous appelons peut-être les interstices ont toute la place, ont toute leur place. Et le milieu agricole, il est là, il est bien vivant dans ces pôles d'équilibre et de développement territorial qui sont là pour venir, j'allais dire,
en équilibre, en harmonie avec le monde urbain. La mixité urbaine et rurale est une obligation et quelque chose que nous devons faire vivre ensemble et réussir ensemble, et c'est véritablement un des grands objectifs. Voilà ce que sont, dans les grandes lignes, les objectifs de notre loi de décentralisation, une loi qui va être accompagnée chaque fois qu'il y a décentralisation, transfert de compétences, par des transferts de moyens correspondants. Dans les transferts de moyens, au-delà des personnes, il y a des transferts de ressources financières. Ces transferts de ressources financières interviennent dans un contexte qui, économiquement, est difficile. Et je crois que tout le monde ici le sait, les efforts demandés par le gouvernement le sont à l'État, qui donne déjà des signes forts et des symboles forts de ce qu'il fait, mais aussi aux collectivités territoriales. Mais pour que cette organisation des transferts de ressources, des ressources des collectivités territoriales, se fasse dans le dialogue, dans la concertation, dans la confiance, nous sommes en train d'écrire avec nos partenaires un pacte de confiance et de responsabilité qui mettra en œuvre un ensemble de dispositions pour savoir comment répartir les dotations de l'État, comment les répartir en équité, c'est-à-dire en faisant ce que vous disiez tout à l'heure, Monsieur le Président, de la péréquation, en aidant les collectivités, les territoires les moins favorisés par rapport à ceux qui le sont plus, faire en sorte que l'on aille vers cet équilibre et cette harmonie. On va travailler avec nos partenaires sur les dotations, sur la péréquation, sur une révision de la fiscalité, une fiscalité qui a besoin d'être repensée, revisitée, revécue à la lumière de notre société, de ce qu'elle est. Et dans ce cadre-là, je crois qu'il y a tout un travail de fond qui va entrer et qui sera introduit non pas dans la loi de décentralisation parce que ça n'est pas son objectif, mais dans les lois de finances, 2014, voire 2015, s'agissant de la fiscalité. Voilà très schématiquement, trop schématiquement certainement, ce que aujourd'hui je peux vous dire sur un projet de loi qui devra être présenté au Conseil des ministres du 10 avril prochain, qui devrait pouvoir être examiné par d'abord le Sénat, qui est la première haute assemblée qui doit examiner les textes relatifs aux collectivités territoriales dès la fin du mois de mai, un texte qui, au bout du bout, devrait pouvoir être adopté avant la fin de l'année 2013. Un texte qui, dans tous les cas, veut être un texte de cohérence, qui veut donner à tous les territoires, toutes leurs chances pour répondre aux besoins et aux attentes des citoyens.